Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous imaginez le palais du Quirinal, le 19 septembre 1870. Nous sommes donc sur ces hauteurs de Rome. Une foule nombreuse est rassemblée qui vient assister à un moment qu'on doit pouvoir qualifier d'historique, puisque le pape Pie IX s'apprête à sortir de sa résidence. Alors, jusque-là, rien de très historique. Après tout, il est fréquent de voir le pape quitter sa résidence pour se rendre dans les différentes basiliques majeures de la ville aux 7 collines. Seulement là, il faut bien l'admettre, cette sortie devrait rester gravée dans la mémoire de ceux qui sont présents et qui assistent à l'événement. Sur les coups de 3 heures, le carrosse du pape, le carrosse de Pie IX, entouré de toute la garde suisse, franchit les portes du palais qui se dirige vers la basilique Saint-Pierre, sous les yeux étonnés de la foule qui est là, qui observe. Et on remarque qu'en sortant de la Via del Quirinal et de la rue du Quirinal, le carrosse ne prend pas, comme il devrait le faire, à droite. Au contraire, il tourne, il bifurque sur la gauche pour aboutir à la rue des 4 Fontaines. Est-ce qu'on aurait mal informé le peuple romain? Où le pape se rend-il? Alors, il y en a qui commencent à suivre la voiture pontificale. Après tout, Pie IX est aussi le monarque de tous ces gens. Rome est le dernier territoire qui, de facto, obéisse encore à l'autorité papale dans ce qu'on appelle les États pontificaux, dont l'histoire extrêmement chaotique a littéralement marqué l'histoire européenne depuis des siècles. En ce lundi 19 septembre 1870, le pape, à l'encontre de l'ordre du jour, parce que inutile de vous dire que la vie pontificale est extrêmement cadencée, réglée, c'est très rythmé. Eh bien, le pape va changer ses habitudes. On suit donc cette voiture noire qui, sur ses portes, présente évidemment les armoiries, les clés de Saint-Pierre. À travers les vitres, on devine le pape. Oui, il est bien là. Il regarde d'un air maussade les rues de la ville éternelle. Ce voyage n'a rien à voir avec les déplacements habituels de sa sainteté. Ordinairement, Pie IX, évidemment, était acclamé par les Romains. On dit même qu'il y avait une claque appointée sur son passage. Viva il Papa! Mais là, il n'y a pas de viva. La voiture finit par s'arrêter devant la basilique de Sainte-Marie Majeure et on voit le pape sortir de sa voiture et disparaître dans le narthex de Sainte-Marie Majeure. Le pape prie seul devant la célèbre icône qu'on appelle Salus Populi Romani, qui représente la Vierge protectrice du peuple romain. Une icône dont il est difficile de dater l'origine, mais qu'on attribue carrément à l'évangéliste Saint Luc en personne. Et après plusieurs dizaines de minutes, on voit le pape sortir de la basilique et regagner sa voiture, et il prend le chemin d'une autre basilique, cette fois de la basilique Saint-Pierre. Et le carrosse pontifical traverse le Tibre, passe au pied du château Saint-Ange, prend la direction de Saint-Pierre et sur quelques centaines de mètres qui le séparent de la place Saint-Pierre, alors là, on peut voir la foule amassée qui observe ce spectacle. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était historique. La voiture de Pie IX entre sur la gigantesque place du Bernin, se dirige en silence vers la basilique et tous se souviendra de ce tableau parce que on ne verra plus pendant 60 ans, je dis bien pendant 60 ans, on ne verra plus aucun pape sortir de cette basilique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui. Pendant 6 décennies, les papes vont rester, si l'on ose dire, prisonniers dans cette basilique Saint-Pierre. Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Eh bien, alors là, il faudrait raconter toute l'histoire de la papauté romaine. C'est immense comme histoire. Dites-vous que depuis plus de 11 siècles, le pape n'est pas seulement, évidemment, une grande autorité spirituelle, il est aussi une autorité politique. Il y a ces fameux États pontificaux qui ont été édifiés à peu près à la moitié du 8e siècle, dans les années 750-760. C'est toute l'Italie à l'époque qui était complètement morcelée. Vous savez que c'était cette mosaïque d'entités politiques très diverses, mais il se trouve qu'il y avait au centre de cette mosaïque des États qui d'ailleurs n'ont cessé de s'accroître, qui étaient les États du pape, les États pontificaux. Et puis il y a eu
depuis le début du XIXe siècle, la volonté d'unifier l'Italie. Un sentiment qui a toujours existé, mais qui a fait son chemin dans ce début du XIXe siècle à la suite du royaume d'Italie fondé par Napoléon. Et quand le pape Pie IX est élu au pontificat en 1846, disons que lui-même n'est pas défavorable à l'unification italienne. On le voit qui bénit les combattants de l'unité italienne. Certains vont même défendre l'idée d'une unification qui pourrait se faire sous l'autorité du pape. Ils sont très nombreux à penser ça. On voit dans le pape le futur dirigeant de la fédération italienne. Et le pape ne s'y oppose pas. Il va même faire broder le ruban vert, blanc, rouge sur la bannière pontificale. Oui, sauf que rien ne se passe comme prévu. En 1848, des tensions éclatent entre le royaume de Sardaigne et l'Autriche, vous savez bien. On presse le pape de prendre position en faveur des Italiens, sauf que le pape ne veut pas intervenir dans ce conflit qui opposerait des catholiques entre eux. N'oubliez pas à quel point la couronne d'Autriche constitue une sorte de bastion, de colonne pour la catholicité. Et le pape ne veut pas se mêler de cette affaire. Et pour beaucoup d'Italiens, c'est vécu ça comme une trahison. Le principal ministre de Pie IX, d'ailleurs, est assassiné dans un palais de Rome, ce qui terrifie le pape. On voit se multiplier un peu partout des rassemblements violents, au point que le Très Saint-Père va fuir les États pontificaux qui vont devenir une république. Oh, ça, une petite république qui va pas durer longtemps, 5 mois, puisque la République française va envoyer des troupes armées pour rétablir Pie IX à Rome et dans ses États. La République française, dont le président est devenu Louis-Napoléon Bonaparte. C'est assez étonnant quand on sait que Louis-Napoléon Bonaparte se battait dans les rangs opposés quelques années plus tôt. Je n'entre pas dans ces détails. Désormais, les bonnes relations qui liaient le pape aux partisans de l'unification, c'est une histoire terminée. Le Risorgimento va se faire non seulement sans Pie IX, mais contre Pie IX, puisque maintenant, vous savez que l'unification elle va se faire autour de la maison de Savoie. De 1859 à 1869, c'est un grand mouvement extraordinaire avec ce royaume d'Italie qui va mettre à sa tête le roi Victor Emmanuel II, qui est l'ancien duc de Savoie. Évidemment, en 1869, manquent à l'appel les États pontificaux. Pie IX a résisté au Risorgimento. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi à résister ? Parce qu'il a dans sa manche, si vous me passez l'expression, il a à son service des troupes extrêmement puissantes. Ce sont celles de l'empereur Napoléon III en personne. Napoléon III qui, par ailleurs, a aidé les Piémontais et les Sardes à faire l'unité italienne en tout cas à faire leur indépendance contre les Autrichiens. Bref. Napoléon III possède des troupes dans le Latium, en plus des zouaves pontificaux. Les zouaves pontificaux, ce sont ces catholiques de tous les pays qui forment une escadre militaire chargée de défendre le pape en cas d'attaque des armées italiennes, justement. Ils sont à peu près 10 000. On les appelle les zouaves parce que leur tenue s'inspire de celle des fameux zouaves que l'armée française développe en Afrique du Nord. Le pape est donc protégé, et comme le dit Garibaldi lui-même, la prise de Rome est impossible tant que les Français la protègent. Seulement, il va y avoir un événement qui modifie la situation. Et oui, au début du mois de septembre 1870, c'est Sedan, c'est l'effondrement militaire français et c'est la chute du Second Empire. Napoléon III abdique. Et qu'est-ce qui s'installe en France ? Un régime qu'on doit pouvoir qualifier de républicain, qui rappelle les unités militaires qui se trouvaient dans le Latium. Le pape le sait, il n'a plus de soutien, en tout cas de véritable soutien. On va voir les troupes de Victor Emmanuel II envahir les États pontificaux, il faut pas longtemps. Le 19 septembre 70, les troupes italiennes sont au pied des remparts de Rome. Vous comprenez pourquoi le pape va se réfugier dans Saint-Pierre. Gli Arredi Festivi, le grand chœur de l'acte 1 du Nabucco de Verdi. Le chœur et l'orchestre de la Scala étaient comme il se doit sous la direction de Riccardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez compris la situation. Le pape est maintenant dans une ville encerclée dans Rome, encerclée par les troupes de l'armée italienne. Et au matin du 20 septembre 70, les rues de la ville éternelle
sont assez désertes, pour tout vous dire. On se terre dans Rome. Quelques jours auparavant, le roi Victor Emmanuel II a envoyé au pape une lettre pour exhorter sa sainteté à laisser les portes de Rome ouvertes. Voici ce qu'écrivait le roi. « Je trouve inévitable et nécessaire pour assurer la sécurité de l'Italie et du Saint-Siège que mes troupes déjà en place aux frontières s'avancent pour occuper les positions indispensables pour la sécurité de votre sainteté et le maintien de l'ordre. » Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Le roi, évidemment, est soucieux, a priori, d'éviter toute violence, mais on sait aussi que le pape dispose d'un pouvoir extraordinaire, qui est un pouvoir spirituel, celui-là, qui est l'excommunication. À cheval, si l'on peut dire, entre le spirituel et le temporel, la question de l'excommunication. Après tout, Napoléon avait été excommunié au début du siècle, quand il avait envahi lui aussi les États pontificaux. La lettre de Victor Emmanuel va rester sans effet. D'autres personnes tentent de convaincre le pape de quitter la ville. On sait que l'impératrice Eugénie avait envoyé 2 navires à Civitavecchia pour que le pape puisse fuir s'il l'estimait nécessaire. Elle savait de quoi elle parlait, l'impératrice, qui avait dû fuir de son côté pour gagner l'Angleterre. Du reste, les Anglais ont proposé au pape de le déposer à l'île de Malte, où la reine Victoria lui proposait de l'héberger. Mais le pape, évidemment, n'allait pas être l'invité, l'hôte de la monarchie anglicane. Il n'avait de toute façon pas l'intention de quitter Rome, et il est dans sa basilique Saint-Pierre, avec un avenir, dans les bâtiments qui jouxtent Saint-Pierre, ai-je besoin de préciser, l'avenir est assez incertain. La question est de savoir si on va tirer sur Rome, si on va faire le siège de la ville, si on va affamer la ville peut-être. À 7h du matin, le général Cadorna, qui est l'homme qui dirige les troupes donc de cette tout jeune État du royaume d'Italie, place des canons à l'est de Rome, à quelques dizaines de mètres du mur d'Aurélien, qui a été construit par l'empereur Aurélien, comme son nom l'indique, à la fin du IIIe siècle, et qui est encore à l'époque le mur d'enceinte de Rome. Vous imaginez, 1600 ans plus tard, les Romains savaient construire. Ça, c'est évident. À 8h, les canons vont faire feu à proximité de la Porta Pia, et après 1 heure, une brèche de 30 mètres est ouverte dans le mur d'enceinte. Et des troupes vont se trouver juste derrière, sont des zouaves pontificaux, bien entendu, qui ouvrent le feu sur les troupes italiennes qui sont en train d'entrer dans cette brèche. Alors, les combats vont durer quelques minutes seulement, me direz-vous. Lorsque Pie IX apprend que des coups de feu sont tirés, il ordonne immédiatement le cessez-le-feu. Il n'est pas question que le sang coule au nom du pape. On hisse le drapeau blanc sur le château Saint-Ange, les zouaves pontificaux rendent les armes, toutes les portes du mur aurélien s'ouvrent d'un seul coup et laissent le champ libre aux unités italiennes qui, ça y est, sont dans les rues de la capitale. Je cite Yvan Gobry qui a écrit « Pie IX, le pape des tempêtes ». Le général italien avait accordé les honneurs de la guerre aux combattants de l'armée pontificale et leur avait promis un traitement honorable. De fait, ils furent libérés au bout de peu de temps, mais livrés à l'agression quotidienne de la canaille qui occupait à nouveau les rues. On vit des soldats démobilisés, insultés et maltraités et qui, échappant enfin à leurs persécuteurs, tombaient sous les balles des réfugiés piémontais. Les zouaves étaient démobilisés, rendus à leur patrie, mais un certain nombre furent jetés dans le Tibre et repêchés pour être mutilés. Bientôt, 1870 rappela 1789, un cortège promena dans les rues, fiché sur une pique, une tête de zouave encore coiffée de son képi. Dans les seules journées des 20 et 21 septembre, on compta plus de 80 de ces assassinats. Des bandes traversaient la ville en ne criant pas « Vive le roi !» mais « Abat Pie IX, mort aux prêtres !» On peut dire que Rome est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Évidemment, quand on raconte ça tranquillement dans un studio à Paris, quand on écoute ça tranquillement, je sais pas, à Bougival, on trouve les choses intéressantes. Quand on les vit, ça a dû être véritablement, pour ces zouaves pontificaux, une terreur. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ça faisait quand même plus d'un millénaire que les papes avaient un pouvoir temporel. Et bien voilà que le 20 septembre 1870, c'est la fin du pouvoir temporel de la papauté. Dans les faits,
Parce que, en droit, en tout cas du côté du pape, il va encore falloir bien longtemps avant que la papauté reconnaisse l'État italien et qu'à l'inverse, le royaume d'Italie accorde un statut à la papauté. Pie IX, pour l'instant, se considère comme prisonnier. C'est pour ça qu'il sort pas de l'étroit périmètre autour de Saint-Pierre. Le royaume d'Italie ne tarde pas à faire de Rome sa nouvelle capitale. Le palais du Quirinal, donc la résidence où vivait le pape, devient le palais royal, même si évidemment Victor Emmanuel II se garde bien de l'occuper. Il était de notoriété publique que le roi était excommunié, écrit Yvan Gaubry. Aussi, aucun des fonctionnaires ou presque de l'État pontifical n'accepta de troquer son vêtement de serviteur du pape contre celui de serviteur du roi d'Italie. Malgré un décret miséricordieux de la sacrée pénitencerie qui permettait aux employés romains, pour ne pas mourir de faim, de prêter le serment d'obéissance passive au nouveau pouvoir, la plupart préférèrent la misère ou de durs métiers manuels. Il y a un dévouement à la papauté, évidemment, qui fait qu'on ne peut pas servir ce pape que l'on considère comme une sorte de renégat. Le 1er novembre 70, on est donc le jour de la Toussaint, le jour de la Toussaint. Pie IX fait imprimer en Suisse une encyclique qu'il distribue, fait passer dans toutes les capitales européennes. La légitimité du pouvoir est réaffirmée, la légitimité du pouvoir temporel du Saint-Siège et notre résolution de le transmettre à nos successeurs. Voilà ce que réaffirme le pape. Nous déclarons en outre, et nous en protestons devant Dieu et devant tout l'univers catholique, que nous nous trouvons dans un tel état de captivité que nous ne pouvons exercer sûrement, facilement et librement notre suprême autorité pastorale. C'est une plainte très très forte et c'est une condamnation de ce qui est en train de se passer. Et à la fin de cette encyclique, Pie IX rappelle que tous ceux qui ont participé à la violation du territoire des États pontificaux seront touchés par l'excommunication majeure. Et on distribue ça partout dans les villes italiennes avec la réponse du pouvoir royal qui ne se fait pas attendre. Les journaux officiels publient ce texte du pape en précisant « Nous publions l'encyclique du Saint-Père pour prouver à l'Unità Cattolica que le pape est tout à fait libre dans ses actes et que sa prétendue captivité n'est qu'une parade mesquine ». Pour répondre aux attaques du pape, le gouvernement italien va quand même faire officieusement recouvrir de nombreux murs de Rome de publications antipapales, pour ne pas dire anticléricales. Non, mais là, la lutte est vraiment devenue âpre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, la rivalité dans Rome avait de beaux jours devant elle. Durant le mois de décembre 70, le Tibre quitte brutalement son lit et inonde une partie de la ville. Le roi fait don de 20 000 francs aux Romains pour réparer les sinistres. Le pape va en offrir 100 000. Et quand le monarque apprend cela, il augmente son don personnel de 200 000 francs. Le fils aîné du roi décide de ne pas avoir la même retenue que son père et lui choisit d'aller vivre au palais du Quirinal. En janvier 71, il s'installe, il est chez lui au Quirinal, il change tout le mobilier, il occupe la chambre qu'occupait le pape quelques mois auparavant, vous imaginez. Et que fait-il de la chapelle ? Il l'a fait transformer en écurie. Et les années passent, et le conflit s'envenime. C'est tout ce qu'on appelle la question romaine. Vous savez, quand on parlait dans les chancelleries de l'époque, à la belle époque, on parlait de cette question romaine. Et à chaque fois que circule dans Rome la rumeur de la mort prochaine du pape, il y a des cris de joie chez les Italiens les plus déchaînés. Et au début de l'année 1878, ça fait donc 31 ans que Pie IX règne, oui c'est ça, c'est le plus long pontificat après celui de Saint-Pierre lui-même, c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours le cas. En janvier 78, donc, il devient évident que ce très long pontificat touche néanmoins à sa fin, la santé du pape défaille, tout le monde se prépare à accueillir la nouvelle. Au grand étonnement de tous, en ce mois de janvier 78, le roi Victor Emmanuel II est pris d'une pleurésie. Et c'est lui qui meurt en quelques jours dans ce fameux palais du Quirinal dans lequel au départ il ne voulait pas vivre. Le pape envoie son confesseur, mais la famille refuse de le recevoir, ne souhaitant pas laisser croire que les deux hommes auraient pu se réconcilier. Le mois suivant, en février 78, c'est donc au pape Pie IX de rendre l'âme
à l'âge de 85 ans, et celui qui va lui succéder, c'est Léon XIII. Alors on pourrait encore évoquer longuement cette question romaine, puisque vous savez qu'il a fallu attendre les accords de Latran, c'est-à-dire 1929, pour que les choses soient stabilisées, pour que le territoire pontifical soit définitivement fixé. Des accords du Latran qui vont permettre au pape de poser enfin ses mules papales en dehors du Vatican. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Forte tension à Naples en ce matin du 24 octobre 1922. Les magasins sont fermés. On voit partout dans les rues des hommes jeunes, pour la plupart vêtus de chemises noires. Certains ont l'air prêts à en découdre avec des habitants qui, eux, ne sont pas favorables. Ce sont des partisans du Parti national fasciste de Benito Mussolini. La formation n'a que 2 ans d'existence. Elle est née en 1920. Ce PNF compte moins de 700 000 adhérents et 40 000 d'entre eux ont déferlé sur Naples sous les acclamations, les vivas. Ces chemises noires font le salut à la romaine, c'est le bras droit tendu au passage d'un cortège, et avec à sa tête Mussolini qui marche d'un pas décidé dans les rues complètement pavoisées de drapeaux italiens et fascistes. Celui qu'on nomme le Duce porte lui aussi une chemise noire. Il est reconnaissable à son crâne dégarni, sa mâchoire un peu proéminente, vous savez. Il est aux côtés de ses plus fidèle lieutenant. Mussolini entre ensuite au théâtre San Carlo, le grand théâtre musical italien, n'est-ce pas? Les militants fascistes côtoient des notables napolitains dans ce théâtre, le préfet, des députés, des sénateurs, mais aussi des professions libérales. Il y a des intellectuels, des industriels. Tout le monde est là pour écouter Mussolini qui, torse bombé, l'air grave, monte à la tribune. Il est 10 heures du matin. Et il évoque les négociations en cours avec les libéraux pour une entrée des fascistes au gouvernement, ce qui serait évidemment une première. Encore une fois, on est le 24 octobre 1922. Beaucoup d'allure, Mussolini, une grande maîtrise oratoire. « Nous, fascistes, dit-il, nous n'avons pas l'intention d'aller au pouvoir par la porte de service. Nous n'entendons pas renoncer à notre droit d'aînesse pour un misérable plat de lentilles ministérielles. » Il veut 5 portefeuilles, Mussolini, et à la fin de son discours, tandis que les fascistes applaudissent, les monarchistes qui sont présents dans le théâtre acclament le roi, et ça rend Mussolini furieux. En début d'après-midi, le voilà qui défile à nouveau dans les rues de Naples et qui prononce une nouvelle allocution, cette fois place du plébiscite. Il s'époumonne « Nous voulons devenir l'État ». Il est complètement galvanisé. Je vous le dis avec toute la solennité que le moment impose, ou il nous donne le gouvernement, ou nous le prenons, en allant à Rome. Et là, ce sont des acclamations « Roma, Roma ». Ce 24 octobre 22, ce qui est une rumeur depuis des mois devient donc officiel. Mussolini a bien l'intention de marcher sur la ville éternelle, où le pouvoir est de plus en plus fragile, avec un président du Conseil, Luigi Facta, qui envoie un télégramme en fin de journée, et voilà ce que dit le télégramme. Le rassemblement fasciste se poursuit tranquillement, je crois désormais abandonner le projet de marche sur Rome. Ah bah oui, c'est pas ce qui s'appelle faire preuve d'une très grande clairvoyance, tout ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. Benito Mussolini est né en 1883 en Émilie-Romagne, à Predapio exactement. Il s'est très vite intéressé à la politique. Vous savez qu'il était maître d'école, il a milité dans des cercles socialistes révolutionnaires dès l'âge de 17 ans. On l'a vu mener une vie un peu errante entre la Suisse, l'Italie. Il a été plusieurs fois arrêté, condamné, emprisonné pour des appels à la violence, pour des grèves, pour des affrontements avec la police. Tout ça toujours très socialiste. Il a tenu des réunions politiques qui n'étaient pas autorisées, mais il s'est aussi distingué comme orateur et comme auteur, avec une plume acérée. C'est un homme populaire et charismatique quand à 29 ans, donc là on est en 1912, il devient le chef de ce courant révolutionnaire du Parti socialiste italien. Il prend également la tête de l'organe officiel du parti, le quotidien Avanti, dans lequel il va livrer des éditoriaux incisifs. Le tournant a lieu avec la Première Guerre mondiale.
mondiale. L'Italie choisit à ce moment-là la neutralité, vous savez, et alors que dans un premier temps, Mussolini s'est opposé à l'intervention de son pays, finalement, il se déclare favorable, ce qui marque une rupture avec le PSI. Il va d'ailleurs être exclu. Il est exclu du parti, exclu de l'Avanti en novembre 1914. À la fin de la guerre, l'Italie, qui finalement est entrée dans le conflit en 1915, pleure la mort de 650 000 hommes et compte près d'1 million de blessés, de mutilés, 600 000 disparus ou prisonniers. Bref, un bilan lourd, bilan humain terrible qui s'ajoute à une grave crise économique. Et lors des négociations du traité de Versailles, il faut bien dire que l'Italie n'obtient pas les concessions territoriale qui lui avait été promise par les Alliés. L'écrivain Gabriele D'Annunzio parlera de victoire mutilée pour évoquer ce sentiment de trahison de la part de ceux que l'Italie avait fini par rejoindre. Mussolini, qui pendant la guerre a combattu, veut capter cette colère sociale et patriotique, il n'a pas grand mal à le faire. Le 23 mars 1919 à Milan, qui est la principale ville industrielle du pays, Milan, il fonde les fameux faisceaux italiens de combat, en présence de nationalistes, de membres du mouvement futuriste, d'anciens combattants aussi, beaucoup d'anciens combattants, certains en première ligne lors de ce qui va être la marche sur Rome. Les membres de ces faisceaux, ces fasci, adoptent donc la chemise noire, la tête de mort qu'on portait pendant la guerre dans le corps spécial des Arditi, et leur premier fait d'armes, c'est le saccage et l'incendie des locaux du journal Avanti. Faut vous dire que, rappelez que Mussolini avait été exclu d'Avanti 5 années plus tôt. Christophe Dard a préparé cette émission. Il insiste sur le fait que les faisceaux italiens de combat, à la fin de 1920, sont devenus une force paramilitaire importante qui s'est répandue dans toute l'Italie avec un journal, Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie, fondé en 14 par Mussolini et qui bat des records de vente. Alors que les mobilisations paysannes, les manifestations ouvrières, les occupations d'usines aussi ont tendance à se multiplier, ces milices fascistes brisent les grèves, s'en prennent maintenant aux socialistes et aux syndicalistes dans des expéditions punitives. Il y a même carrément des assassinats ciblés. C'est un mouvement de violence. Les industriels, les propriétaires terriens qui sont effrayés par la menace d'une révolution bolchevique, comme on a pu la voir en Russie, soutiennent ces chemises noires et les financent. Et la petite et la moyenne bourgeoisie, pas mal de militaires aussi et de politiciens, vont rejoindre ces faisceaux. Parallèlement, Mussolini se lance dans la voie de la normalisation du fascisme. Il joue la carte du parlementarisme. Le 15 mai 21, les faisceaux participent à l'élection législative. Ils n'ont que 35 sièges sur 535, mais Mussolini est élu à Milan, ce qui n'empêche pas de poursuivre les violences. En septembre 21, un député socialiste est assassiné par des chemises noires et les faisceaux regroupent à ce moment-là 320 000 adhérents, soit 10 fois plus qu'un an plus tôt. En novembre 21, c'est le congrès le congrès fondateur de ce qu'on va appeler donc le PNF, le Parti national fasciste. À l'été 22, on se rapproche de notre période là. À l'été 22, pour protester contre la menace fasciste, les syndicats ouvriers organisent des grèves avec des affrontements qui sont très très violents. Ils vont, grâce à ça, se rendre maîtres d'un certain nombre de villes essentielles. Je pense à Milan, à Gênes, à Livourne, à Padoue. Mussolini, qui est soutenu maintenant par les principaux dirigeants conservateurs, par les grands patrons, par la hiérarchie catholique, par un certain nombre de membres de la monarchie italienne, Mussolini sait qu'il est en position de force pour prendre le pouvoir face à une gauche qui, elle, est complètement désorganisée et en décomposition. Il décide que ce sera par la force qu'il va prendre le pouvoir et donc en marchant sur Rome. Voilà ce qu'il déclarait en avril 22. « Nous rêvons d'Italie romaine, c'est-à-dire sage et forte, disciplinée et impériale. Beaucoup de ce qui fut l'esprit immortel de Rome ressurgit dans le fascisme. Romain est le faisceau du licteur. Romaine est notre organisation de combat. Romain est notre orgueil et notre courage. » Très intéressant, cet ancrage du fascisme dans une pseudo-tradition romaine, historique en quelque sorte.
Et donc, en septembre, octobre 22, pas mal de villes tombent dans l'escarcelle des chemises noires. Financièrement, Mussolini peut compter maintenant sur le soutien des grands groupes industriels, également, disons-le, sur le soutien plus discret des Britanniques. C'est ce que révèle un ouvrage qui a récemment été publié en Italie par Giovanni Fasanella et Mario José Cereghino. Afin de protéger les intérêts maritimes de l'Angleterre, un certain nombre d'officiels britanniques ont aidé Mussolini à organiser cette marche sur Rome. Bref, dans la soirée du 24 octobre 22, Mussolini réunit ses fidèles à l'hôtel Vesuvio et il s'agit maintenant de mettre au point les derniers détails de cette marche sur Rome, opération qui doit commencer dans 3 jours, le 27 octobre à minuit. Et l'assaut sur la capitale est donc fixé pour le lendemain. 3 colonnes formées dans des localités environnantes de Rome vont prendre la direction de la ville éternelle. Et dans 12 zones stratégiques de la péninsule, les fascistes s'empareront de tous les éléments stratégiques, de tous les postes de commande, les communications, bien entendu. L'état-major fasciste, le Quadrium Vira, pilotera tout depuis Pérouse. Quand je dis Quadrium Vira, il est composé de 4 vieux fidèles pour lesquels Mussolini n'a que peu d'estime. Il y a Italo Balbo, qui est responsable du faisceau de Ferrare, un meneur d'hommes pour lequel c'est par la violence physique que le fascisme s'imposera. Il y a Cesare Maria de Vecchi, qui est un monarchiste proche des milieux industriels et qui va servir d'intermédiaire entre Mussolini et le roi. Il y a aussi Emilio de Bono, un ancien officier de haut rang, fasciste pas très convaincu, disons-le, par cette marche sur Rome, qu'il considère comme mal préparée, et puis Michele Bianchi, le premier secrétaire national du parti. Frédéric Lemoyle écrit dans un ouvrage qui s'appelle « Les hommes de Mussolini » et qui vient de paraître, sa position à la tête du PNF, ses liens avec la franc-maçonnerie, ses origines méridionales, le fascisme restait faible dans la zone sud de la péninsule, dit-il, autant que son lent travail de pénétration de la bureaucratie afin de paralyser toute réaction gouvernementale, plaidait pour sa participation à la conspiration. Cela dit, son poids politique ne doit pas être surévalué. Bianchi ne possédait ni la fougue, ni l'assise régionale de Balbo, ni le prestige auprès des militaires de De Bono, ni les réseaux monarchiques de De Vecchi. En tout cas, Michele Bianchi est là, parmi les autres, et au terme de la réunion, Mussolini peut regagner Milan, j'allais dire tranquille. C'est à Milan que se trouvent ses fidèles partisans. Bien sûr, c'est là qu'est le siège du journal Il Popolo d'Italia. Milan offre aussi l'avantage de ne pas être trop loin de la Suisse, parce que, après tout, Mussolini se dit que les choses pourraient mal tourner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 27 octobre, les affrontements sont violents entre fascistes et antifascistes, mais l'armée laisse faire. Vous avez bien compris ce qui est en train de se passer, évidemment. On voit même des éléments de l'armée se joindre aux milices fascistes, pour tout vous dire. Les 26 000 squadristes mobilisés, certains avec des casques d'acier sur la tête, d'autres avec un mouchoir vert noué autour du cou, manquent de vivres, ne sont cependant pas suffisamment armés. La plupart donc des fusils de chasse ou des revolvers, des poignards et des bâtons. Et pour ne rien arranger, ces squadristes marchent sous une pluie diluvienne, ce qui fait que ça ralentit leur marche. Bref, au matin du samedi 28 octobre, épuisés, ils vont tenter de monter dans des wagons pour rejoindre Rome. Seulement, les trains sont stoppés par 400 carabiniers. C'est à ce moment-là que l'on est en train de se demander si le mouvement ne va pas tourner court. Je cite Jean-Christophe Buisson dans l'album qu'il vient de faire paraître chez Perrin, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme. Ça s'appelle Le Noir et le Brun. Je le cite. 28 octobre à l'aube, le Conseil des ministres italien approuve le décret proclamant l'état de siège à Rome et autorisant l'armée à ouvrir le feu sur les chemises noires quand elles approcheront de la ville. Lorsque le Premier ministre Luigi Facta le soumet à la signature du roi, celui-ci refuse de le signer sur le conseil du général Diaz, commandant en chef des armées, qui jouit de l'estime et de l'admiration de tous,
pour son action décisive à la fin de la Grande Guerre et qui lui a valu le surnom de duc de la victoire. « Sire, l'armée est fidèle, mais il vaudrait mieux ne pas la mettre à l'épreuve », assure-t-il à Victor Emmanuel III. Elle reste donc l'arme au pied. Les chemises noires commencent à investir Rome en ne se heurtant qu'à la résistance de certains quartiers populaires. Plusieurs victimes seront à déplorer dans les deux camps. Luigi Facta démissionne et c'est, nous dit-il, le début de l'ère fasciste. Mussolini, quand même, se méfie un peu. Le 29 octobre, Dino Grandi, qui est député fasciste et vice-président de la Chambre des députés, lui téléphone depuis le palais du Quirinal et lui annonce que, ça y est, c'est officiel, le roi lui confie la présidence du Conseil. Que l'on m'envoie un télégramme, dit Mussolini. Dès que je l'aurai reçu, je partirai aussitôt en avion. Vous voyez à quel point il a été prudent, Mussolini, dans cette histoire. Dans l'après-midi, on voit donc le Duce décacheter l'enveloppe et lire le message, la voix brisée par l'émotion. Il dit à son frère qui est là, juste à ses côtés, « Ah, si papa était là !» Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans la soirée, Mussolini, qui est toujours acclamé par ses partisans, quitte Milan pour Rome à bord d'un train de nuit, même si la démonstration de force n'a pas été, disons-le, une grande réussite et s'apparente à ce qu'on pourrait appeler familièrement un coup de bluff. Le chef du parti national fasciste est arrivé à ses fins. Il a obtenu le pouvoir qui lui a été donné légalement, précisons-le bien. Au matin du lundi 30 octobre 22, après avoir été accueilli à sa descente de train en gare de Rome par une foule importante, Mussolini arrive au Quirinal, il est en chemise noire, il est présenté à 11h15 au roi Victor Emmanuel, qui est là, donc tout à fait, qui l'accueille. Voilà ce que lui dit Mussolini, que votre majesté excuse ma mise, mais j'arrive tout droit de la bataille, qui s'est heureusement déroulée sans effusion de sang. Oui, tout droit de la bataille, si l'on peut dire. Quand même, à ce moment-là, les colonnes fascistes sont à 100 km de Rome. À 39 ans, Mussolini est le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Italie et désormais, il va devoir former le nouveau gouvernement. Il est en frac et pantalon rayé, chapeau de forme de rigueur à 17h pour retourner au Quirinal et présenter au roi la liste des membres de son cabinet acceptés par le souverain. Ce gouvernement dans lequel Mussolini est ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur est une coalition de droite qui ne compte en vérité que 3 fascistes. Il y a même des gens plus au centre, mais aucun communiste et socialiste. Dans la soirée, les squadristes défilent dans les rues de Rome et se livrent à leurs habituelles violences contre leurs opposants. Quand je dis les habituelles violences, faut pas prendre ça par-dessus la jambe, c'est 13 morts quand même en cette soirée du 30 octobre. Le 16 novembre, lors de son discours de politique générale au Parlement, Mussolini prétendra que 300 000 hommes ont défilé à Rome le 28 octobre. Bref, la confiance du Parlement obtenue à une large majorité, Mussolini va rapidement mettre en place les bases de cette dictature, vous savez, qu'il va instaurer. On va faire de la marche sur Rome un véritable mythe fondateur. D'ailleurs, le 28 octobre va devenir fête nationale et lors du premier anniversaire en 23, c'est un événement considérable. À partir de 27, le 29 octobre devient le début de la nouvelle année du calendrier fasciste, vous imaginez ça? Et en 1932, pour le 10e anniversaire de la marche sur Rome, il y aura une grande expo qui accueillera quand même quelques 4 millions de visiteurs. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Noël à Rome. Nous sommes en décembre 1806. Un calme assez extraordinaire règne sur la ville du pape Pie VII. C'est le règne de Pie VII à l'époque en 1806. Et dans sa chambre, un jeune homme est assis sur une chaise. Il a 26 ans. Il réside en vérité dans la somptueuse Villa Médicis. Alors, si l'on veut être précis, il est au fond du jardin de la villa, dans un petit pavillon qui s'appelle San Gaetano. Le directeur de la villa, en effet, a cerné le caractère de ce jeune pensionnaire rêveur, taciturne, un peu sauvage, il faut bien le dire. Et il s'est dit que la turbulence de ses camarades n'était pas faite pour lui. Il l'a installé là-bas. Il est donc Jean-Auguste Dominique. Il est dans sa chambre. Il a pris une chaise et s'est placé juste dos à la porte.
En ce 26 décembre 1806, il fait ce qui est un croquis, puis un dessin. Il est en train d'immortaliser cette chambre parce qu'il a bien l'intention de l'envoyer, ce dessin, à sa fiancée qui est restée à Paris, la belle Julie. Et sur ce dessin, il représente donc cette chambre très simple, on dirait un peu une cellule monacale avec un petit lit sur la gauche, une armoire, un bureau sur la droite. Les murs sont entièrement nus, un décor austère. Sauf que sur la feuille suivante, il dessine la vue qu'il possède depuis cette chambre, vue sur Rome, vue admirable, absolument incomparable sur la ville éternelle. Ingres d'ailleurs va faire plusieurs dessins où l'on voit des dômes, des toits, toutes ces églises, ces clochers, ces obélisques, ces villas, ces ruines et ces monuments tout modernes. Ça fait seulement 2 mois qu'il est à Rome et on peut dire qu'il est envoûté par cette ville, comme tant d'autres l'auront été. Il visite toutes ces églises baroques, tous ces palais néo-antiques et tous ces musées incroyables. Son enfance lui paraît si loin, l'enfance à Montauban. Oh, on ne peut pas dire que son midi lui manque. D'ailleurs, son teint méridional fait presque de lui un Romain. On peut le confondre avec un Romain lorsqu'il se promène dans les rues. Il y a quand même une ombre au tableau. C'est qu'il y a eu à Paris un salon, le salon de 1806, qui a ouvert ses portes alors qu'il était lui-même en route pour Rome. Et il n'a, dans ce salon, exposé que des portraits qui, disons-le, n'ont pas été bien reçus. Les portraits de sa belle famille ont été jugés trop secs et le célèbre portrait de l'empereur, jugé étrange, figé. Quelques jours avant Noël, il a laissé éclater son mécontentement dans une lettre, le jeune Ingres. « Je sais tout ce qui se passe à Paris sur mon compte, écrit-il. Le salon est donc le théâtre de ma honte. Je suis victime de l'ignorance, de la mauvaise foi, de la calomnie, et je n'ai de vous aucune consolation, mes amis. Les scélérats, ils ont attendu que je sois parti pour m'assassiner de réputation, et je ne suis pas là, je ne peux pas me défendre. » Et un peu plus loin dans cette lettre, il dit « Oui, l'art aura bien besoin qu'on le réforme, et je voudrais être ce révolutionnaire-là, mais patience, je ferai tant des pieds et des dents que cela sera peut-être un jour, et j'y mets toute mon ambition. » On peut dire de ce séjour dans la ville éternelle que pour l'ancien élève de David, qu'est Ingres, ça pourrait être l'occasion de révéler non seulement son talent, mais ce qu'on doit pouvoir considérer comme son génie, faire comprendre à Paris que le révolutionnaire de l'art n'est peut-être pas là où on l'attend, qu'il se trouve peut-être en ce moment au-delà des Alpes et que son dessin tellement classique pourrait receler quelques surprises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pour quelle raison Ingres est à Rome. Il y a 5 ans, en 1801, il a décroché le premier prix de Rome, bien entendu, pour son tableau « Achille recevant les envoyés d'Agamemnon ». Ça a fait de lui donc un des pensionnaires du palais Mancini, puisque à l'époque, on n'est pas encore à la Villa Médicis au moment où il a décroché le prix de Rome. C'est seulement en 1803 que l'Académie de France s'est installée à la Villa Médicis. Seulement voilà, le contexte financier n'a pas permis à l'État d'entretenir tous ces artistes de Rome et sur les conseils et à la demande de Napoléon, on a un peu calmé le jeu et la convocation a tardé. C'est au bout donc de 5 ans d'attente en 1806 qu'Ingres a reçu la convocation à la Villa. Il en est très heureux, mais il va pour aller à Rome et pour faire ce grand tour, il va être obligé de s'éloigner, de mettre de la distance entre lui et cette jeune fiancée qu'il adore. Au début de 1807, quand les parents de Julie apprennent que le séjour à la Villa Médicis est prévu pour 4 années et que celui qui devrait être leur gendre s'apprête à demeurer là-bas de façon surprenante, ils décident de rompre les fiançailles. Alors, dans un premier temps, Jean-Auguste Dominique est surpris. Seulement, il a tellement de choses à voir, à faire à Rome, qu'il va tourner la page. Quelque part, la ville éternelle va remplacer dans son cœur cette Julie qui occupait toute la place.
Il va découvrir tout ce qu'il y a à voir là-bas. C'est complètement extraordinaire pour un artiste en formation. Vous imaginez toute l'œuvre de Raphaël, bien entendu, que jusque-là, il avait uniquement connu par des gravures, et on sait que les gravures ne sont qu'un reflet souvent pâle de la splendeur des tableaux. Il va également s'inspirer de Raphaël. Comme pensionnaire, on demande à chaque artiste de réaliser et d'envoyer à Paris une copie d'un maître ancien, une œuvre historique et 3 académies grandeur nature. Eh bien, il a trouvé son maître, Ingres, bien sûr. Ça correspond, l'art, la simplicité, la pureté ultra classique de Raphaël correspond exactement à sa propre inspiration. Alors à Paris, l'Institut est là pour juger de la conformité des tableaux à l'esthétique antiquisante qui est encore en vigueur. N'oubliez pas qu'on est en plein sous l'Empire, hein, on est de toute façon dans cette ère néoclassique. Ingres est là, Jean-Auguste Dominique, qui peint tranquillement, qui dessine et qui peint dans son pavillon là-bas au fond du jardin, dans son atelier. Quand il en sort, il emporte toujours avec lui un petit carnet sur lequel il griffonne, il dessine, il croque les paysages de Rome. Ces dessins, très longtemps, vont être oubliés. On s'est surtout concentré sur les tableaux d'artistes, bien sûr. Ce n'est que dans les années 1950 que Hans Neff, vous savez, qui publiait tant de merveilles, en a fait un véritable ouvrage. Et on peut suivre Ingres dans ses pérégrinations romaines. C'est formidable, ces petits carnets. C'est dans cet ouvrage, on peut dire, qu'on retrouve la fameuse chambre du petit pavillon et dans la préface, un extrait de la dernière lettre d'Ingres à Julie, alors que les fiançailles sont sur le point d'être rompues. Le jeune homme justifie sa présence à Rome et, quelque part, il supplie Julie de comprendre sa décision. Il faudrait être aveugle de mauvaise foi pour ne pas avouer que c'est un climat et une ville intarissables en beauté de tout genre, en architecture pittoresque surtout et en beaux effets. Je m'occupe, en attendant mieux, à crayonner d'après et vous faire jouir par de faibles ressouvenirs, écrit-il. Tout ce qui m'arrive a, je crois, doublé mes moyens. Moi, me figurer que je pourrais sitôt quitter un pays qu'il faut connaître pour en sentir tout le prix. De grâce, agrez et obtenez que je puisse rester mon temps entier à Rome, où je puisse y faire ce que demande grande satisfaction. Je vous le demande à 2 genoux, il m'est impossible de quitter sitôt un pays si merveilleux. Mais oui, je vous l'ai dit, le cœur d'Ingres est pris. Il n'obtiendra pas de réponse à cette dernière lettre. L'amour de Julie est déjà derrière lui, mais il a devant lui l'amour intarissable de la ville éternelle. Vous écoutez Radio Classique. Alors généralement, l'habitude pour les pensionnaires de la Villa Médicis, en tout cas ceux qui étaient peintres, jeunes peintres, c'était de peindre des nus masculins. Ingres va faire un autre choix, ce sont des nus féminins qu'il peint dans son atelier. Il réalise notamment une superbe baigneuse à mi-corps où l'on voit une femme de dos, nue, les cheveux noués dans un somptueux turban blanc et rouge, le visage tourné vers la gauche et qui croise les bras en soutenant sa poitrine. Et puis il va réaliser la même année un deuxième nu, toujours de dos, la baigneuse qu'on appelle la baigneuse Valpinson. Le tableau représente toujours cette femme vue de dos, coiffée d'un turban, assise sur le rebord d'un lit cette fois, avec cette lumière qui vient tout nimber. C'est assez extraordinaire. Et la vérité, c'est que à l'Institut, on est un peu dubitatif quant aux choix qui ont été faits par le jeune homme. Les académiciens considèrent que les dos manquent de réalisme. Et ça, alors là, quand on parle du réalisme, c'est tout le paradoxe de ce peintre classique qui est censé être au plus près de la mimétisme et qui, en vérité, est un vrai faux classique, Jean-Auguste Dominique Ingres. Voici ce que nous dit mon ami Serge Legat, que j'ai grand plaisir à citer et dont je sais que vous êtes nombreux à regretter les conférences radiophoniques que nous faisions sur la peinture en d'autres temps, n'est-ce pas ? Voici ce que dit Serge. L'audace d'Ingres, c'est que ce peintre qui dit sans cesse qu'on doit respecter la réalité passe son temps à la déformer. Pour lui, et c'est probablement le côté musical d'Ingres qui ressurgit, il y a une harmonie supérieure. Il fait comme un musicien ferait ses gammes. Ingres recherche l'harmonie parfaite qui passe par l'arabesque, qui passe par le dessin, et il les multiplie pour arriver
à la ligne qui sera la plus belle, quitte à ce qu'elle ne soit plus totalement dans la vérité. Et toute sa vie, on fera remarquer au peintre qu'il y a ici 2 ou 3 vertèbres de trop, n'est-ce pas? Vous rappelez la grande odalisque, ou bien un sein qui ne respecte pas tout à fait la logique du placement anatomique, des jambes qui sont pas non plus exactement là où elles devraient être. Bref, depuis ses débuts, Ingres s'amuse avec tout ça. Et il veut rendre les choses infiniment harmonieuses selon son œil, selon ses conceptions, plus que telles qu'elles sont dans la réalité, comme d'autres peintres néoclassiques de la même époque auraient pu le faire. Je pense bien sûr à son maître David, entre autres. Bref, pendant 4 ans, Ingres va dévorer à pleines dents cette vie artistique et esthétique qu'il mène à la Villa Médicis. Et puis arrive en 1810 le terme de la pension. Et à ce moment-là, alors qu'il devrait rentrer à Paris, bien sûr, il fait le choix de rester à Rome. Il faut dire qu'à Paris, les critiques à son encontre continuent d'être très persistantes. Vous savez, quand vous essayez de mener votre chemin, d'avancer sur votre voie, vous avez tous les pisse-vinaigres, bref, en gros, tous les imbéciles de l'époque qui essaient de mettre des choses trappes sur votre route. C'est comme ça, c'est de tout temps, ça a toujours existé. En 1810, Rome, ne l'oubliez pas, fait partie de l'Empire français. Maintenant, d'ailleurs, le pape Pie VII n'est plus dans sa ville éternelle. Napoléon l'a assigné à résidence à Savone, dans le nord de l'Italie. La ville grouille de Français, la ville éternelle. Et Ingres va se faire de tous ces Français une clientèle. Déjà, il s'est fait connaître par un certain Joachim Murat, bien entendu, le roi de Naples, qui a pu voir sa dormeuse de Naples. Murat veut absolument acquérir ce tableau incroyable, mais malheureusement, c'est une œuvre que Ingres a promis de faire parvenir à l'Institut de France. Murat ne veut rien entendre. On fera croire à l'Institut que par une maladie qui l'aurait cloué au lit, eh bien, Ingres n'a pas pu peindre ce tableau. Et c'est la raison pour laquelle il ne parviendra jamais à Paris. Le roi de Naples est le plus fort et Ingres s'amuse de tout ça. Il se fait un nom dans cette péninsule italienne, ce qui fait de lui un peintre plus connu à Rome et à Naples que dans son propre pays, puisqu'on commence presque à l'oublier à Paris. Alors pour vivre à Rome, Ingres peint des portraits de riches voyageurs. C'est la grande époque du Grand Tour. Vous savez, toutes ces personnes qui viennent faire le tour de l'Italie pour voir des merveilles, pour se former un goût, un jugement, pour se former une vie aussi, un caractère. Et c'est le gros des revenus d'Ingres de faire les portraits de ces voyageurs. Et puis en parallèle, il peint de grandes toiles historico-mythologiques. Jupiter et Thétis, Romulus vainqueur d'Acron, Virgile lisant l'Énéide, vous connaissez ce tableau. Et Ingres est en pleine possession de son art à ce moment-là. On peut dire que son séjour à Rome a été une sorte de... Ça a été l'acmé pour lui. Ça lui a permis de révéler la plénitude de tous ses dons. C'est aussi l'occasion de nous tisser des liens amicaux avec tous les grands commis de l'administration impériale. Il va peindre un grand portrait de Caroline Murat. Elle l'aime tellement, ce portrait, qu'en 1813, elle va lui commander une grande odalisque. C'est l'un des plus célèbres tableaux du musée du Louvre aujourd'hui, qui sera d'ailleurs jamais payé, puisque la reine Caroline, au moment où le tableau est achevé en 1814, a quelques problèmes. C'est l'effondrement de l'Empire, bien sûr. Ingres rencontre la femme qui va être le grand amour de sa vie dans cette cité éternelle. Elle est assez extraordinaire, cette femme. J'ai eu l'occasion de m'intéresser à son cas il y a quelques années. Elle s'appelle Madeleine Chapelle. Madeleine Chapelle a exactement le même âge que Jean-Auguste Dominique. Elle est originaire de la Creuse. Elle est modiste au départ et elle est venue, elle aussi, se former à Rome. Pas oublier l'importance de Rome dans l'esthétique de l'époque. Et désormais, on la voit poser pour son mari qui va la dessiner, qui va la peindre. Vous savez qu'elle va devenir le modèle favori d'Ingres, bien sûr. Ingres habite pas loin de la Trinité des Monts. Et il propose toujours de peindre des portraits, mais à vrai dire, cette activité le fatigue. Elle le détourne de ce qu'il aime peindre, lui, c'est-à-dire ses grands tableaux. Il voudrait, s'il pouvait, il ne se consacrerait qu'à ses grandes compositions. Et voilà donc que la chute de l'Empire et la disparition de cette clientèle qui lui permettait de vivre assez confortablement, voilà que tout ça va bouleverser de nouveau sa vie. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. C'est un peu la période des vaches maigres pour Jean-Auguste Dominique Ingres et Madeleine Chapelle, qui est maintenant sa compagne. Au salon de peinture de 1819, salon qui se tient au Louvre, évidemment, Ingres a fait parvenir sa fameuse odalisque, la grande odalisque, critiquée une fois de plus pour son manque de réalisme. Il y a des médecins qui sont là, qui observent, qui affirment qu'il y a trop de vertèbres, notamment des dorsales et des cervicales, et puis le rachis cervical est en hyper-rotation droite. Bon... Ingres n'est pas assez classique pour plaire aux classiques, mais le problème, c'est qu'il n'est pas non plus assez novateur pour plaire à la nouvelle tendance, vous savez, à cette espèce de romantisme qui est en train de s'immiscer dans l'art, avec notamment Delacroix, bien sûr. Ingres va faire face à une coalition de peintres italiens qui se plaignent par ailleurs de la présence d'artistes français restés dans la ville éternelle en dépit du départ de l'hégémonie impériale. C'est fini l'Empire, c'est tombé. Ingres regarde tout ça d'un peu haut, il faut bien le dire. En 1820, dans cette période de restauration, en France bien sûr, mais d'une façon plus générale dans l'Europe, Ingres réalise un tableau pour l'église de la Trinité des Monts, tableau sur lequel le Christ est représenté remettant les clés à Saint-Pierre, et qui va avoir un grand succès, ce tableau. Ce qui n'empêche pas qu'Ingres est bien obligé d'imaginer qu'il va devoir un jour rentrer, il va devoir partir de Rome. Je cite Manuel Jovet dans sa biographie d'Ingres. « Ce succès, dont les échos parviendront à Paris, n'empêcha pourtant pas l'artiste de quitter Rome où son sort demeurait incertain. En 1820, à l'invitation de son ami Bartolini et dans l'espoir d'y trouver une plus vaste clientèle, il s'installe à Florence. Mais il ne tarde pas à déchanter. Il règne dans cette ville un milieu très conservateur avec une académie axée sur les modèles du néoclassicisme parisien. Ceux-là même qu'Ingres avait rejeté dès le début de sa carrière. Et les artistes déjà en place se disputent âprement une clientèle restreinte. Nul ici ne me connaît. J'ai des ouvrages que personne ne vient voir et encore moins acheter, écrit-il à son ami Gilbert. Il peint quelques portraits, comme toujours somptueux, Bartolini, le banquier Jacques-Louis Leblanc et sa femme, le comte Gourieff, ambassadeur de Russie. Il copie la Vénus de Titien et son modelé, noyé dans la lumière, ne sera pas sans incidence sur ses propres nus à venir. Mais tout cela ne fait pas avancer sa carrière. Il manque encore quelque chose pour que Ingres puisse jouir de la notoriété qu'il mérite. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1820, alors qu'il est donc à Florence, c'est intéressant de voir qu'il suit directement les pas de Stendhal, d'ailleurs, bien sûr, je ferme ma parenthèse. Ingres reçoit une commande du ministère de l'Intérieur pour la ville de Montauban, justement. On est toujours dans le contexte de la restauration monarchique. On lui demande de peindre un tableau qui témoignerait de l'attachement de la France à la religion catholique. Et on lui demande d'illustrer le vœu par lequel Louis XIII a consacré son royaume à la Vierge Marie. Je cite de nouveau Manuel Jovet. D'abord décontenancé par l'association des deux sujets, l'action du roi et l'Assomption de la Vierge, et par la difficulté de superposer deux registres, profane et sacré, Ingres décida de remplacer l'Assomption par une Vierge à l'enfant apparaissant triomphalement sur l'autel. Ici encore, il céda sans retenue à son admiration pour Raphaël. Le style rappelle fortement l'art du maître italien, symétrie accentuée, dignité des figures, formes amples et saillantes, parfaitement équilibrées, nous dit Emmanuel Jovet. La Madone et les deux angelots qui portent le cartel sont presque des citations. Ingres, on l'a vu, a toujours abondamment puisé dans les formes artistiques du passé en les interprétant, en les revivifiant par le travail d'après modèle vivant. Mais cette fois-ci, l'imitation est presque littérale. La Madone, surtout, est une figure de convention qui ne doit rien à la nature. N'ayant pas trouvé de modèle féminin, l'artiste avait demandé à son ami le peintre Abraham Constantin de prendre la pose. Mais celui-ci ne parvenait pas à trouver l'attitude juste. Alors, Ingres, déshabillé, montait à son tour sur l'échelle et posait lui-même devant Constantin, qui dessinait en guise de vierge ce petit homme trapu tenant avec majesté son paquet de linge en guise d'enfant Jésus. Il ne faut pas toujours être dans les coulisses des grandes créations, n'est-ce pas ? La réception du tableau en France va en tout cas apporter au jeune artiste, enfin un artiste qui commence à devenir un petit peu moins jeune maintenant d'ailleurs, il va apporter à Ingres la consécration qu'il attendait
au salon de 1824. On estime qu'il est désormais le chef de file des classiques, mais c'est l'époque que choisissent les romantiques pour entrer sur la scène de l'histoire de l'art, n'est-ce pas? Et ça va être le fameux duel, j'allais dire à mort, pas tout à fait, mais un duel terrible entre Delacroix et Ingres. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous le raconter. Bref, vous avez compris que cette première période romaine d'Ingres est terminée et qu'en 1824, c'est-à-dire au moment où meurt Louis XVIII et où Charles X monte sur le trône, eh bien lui est déjà en route pour la France, pour Paris, Paris qu'il n'a pas fini d'éblouir. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mai 1527, Rome est à genoux. Rome, symbole de la puissance à la fois spirituelle et politique de l'Église catholique, bien sûr. Les troupes de l'empereur Charles Quint, guidées par la rancœur et le désir de pillage, ces troupes envahissent la ville éternelle. Ce sont partout des scènes de désolation, événements terribles, de ces guerres qui ravagent la péninsule et qui ébranlent la papauté depuis déjà la fin du XVe siècle. Ce sac de Rome au printemps 1527 va avoir un retentissement considérable dans toute l'Europe et dans toute l'histoire, devrais-je dire. Rome profanée par des troupes impériales, vous imaginez le siège de la papauté qui vit son statut de caput mundi, de capitale du monde, remis en cause. Et pourtant, le pape Clément VII, a traité avec le Saint-Empire, seulement la trêve n'a pas empêché l'avancée des armées impériales conduites par le connétable de Bourbon. Vous savez, c'est celui qui a trahi le roi de France pour s'allier à l'empereur et roi d'Espagne, à Charles Quint. Le pape Clément, avec toute sa cour, a réussi à se réfugier dans le château Saint-Ange, et c'est de là qu'il assiste impuissant à ce sac de la ville par les armées impériales, pillage, destruction qui vont durer des mois et rapidement dans toute l'Europe. On va se scandaliser. Certains considèrent qu'il s'agit d'un juste châtiment de l'antéchrist papiste. Ça, c'est ce qu'on pense dans les cours réformés. Bien sûr, de l'autre côté, on est effondré de voir ce qui se passe à Rome. Au-delà de ces guerres, c'est toute l'histoire de la réforme protestante qui est à l'œuvre ici, qui secoue dans ses fondations la foi catholique, qui secoue l'Église. Et depuis qu'en 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther a placardé ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, l'Europe est en effervescence. Luther dénonce les abus de l'Église, et notamment la vente des indulgences, vous savez. Il réclame un retour à une foi plus personnelle, et notamment sans le secours et sans l'intercession du pape. Ces idées se répandent rapidement et trouvent un écho non seulement parmi les fidèles, mais aussi parmi les princes, les rois, qui voient là une opportunité de s'affranchir de l'autorité de Rome. Les fidèles doutent, les princes protestent, l'Église vacille sous le poids de ses propres contradictions, et on voit se multiplier les voix réformistes qui exigent que la papauté se réinvente pour répondre aux défis de l'époque. Et face à cette crise qui menace de fragmenter l'Église, eh bien, les dirigeants catholiques sont divisés. Il y en a qui prônent le retour à une grande austérité, tandis que d'autres veulent au contraire étouffer toutes ces idées réformistes dans l'œuf. C'est dans ce climat-là, c'est dans cette effervescence intellectuelle de la Renaissance qu'émerge une figure, la figure d'Alessandro Farnèse. Alexandre Farnèse qui bientôt scindra la tiare pontificale et deviendra le pape Paul III. C'est un membre influent du Sacré Collège, Alexandre Farnèse. J'ai eu l'occasion de vous en parler déjà. Il était cardinal depuis 1493. Il est présent à Rome au moment où les mercenaires du connétable de Bourbon assiègent la ville. Depuis la forteresse où se sont barricadés le pape et sa cour, il observe la destruction de Rome, où il a grandi. Il s'interroge sur l'avenir de la ville éternelle et surtout sur l'avenir de l'Église catholique. Et il est probable qu'il ressente le poids d'une humiliation profonde alors que cette ville même est en train de s'effondrer. Peut-être que le sac
a été pour lui le catalyseur de cette espèce d'ambition dévorante, ambition héritée d'une famille qui a placé ses espoirs en lui et qui va donc le mener sur le trône pontifical. Alexandre se prépare à transformer les décombres de la vieille Rome en un socle nouveau pour l'Église. En cette période de trouble, Alexandre sait que la survie de l'Église va dépendre non seulement de la capacité de toutes les institutions catholiques à résister aux attaques extérieures, mais aussi à leur capacité de se réformer de l'intérieur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né 59 ans plus tôt, en 1468, dans le Latium, à Canino, Alexandre Farnèse, fils aîné de Pierluigi Farnèse, seigneur de Montalto, et de son épouse Giovanna Caetani, dont la famille a donné déjà 2 papes à l'Église, Gélas II et Boniface VIII. Il y avait 5 enfants dans cette famille, il est le 3e des enfants. Il va grandir dans cette espèce de climat d'effervescence. La famille prospère grâce à des alliances très fortes avec les puissances politiques de l'époque, avec les puissances spirituelles aussi. Les Farnèse sont enracinés dans toutes les grandes valeurs. Ils incarnent le modèle de la noblesse italienne des guerres de la Renaissance. Ce sont des condottieri d'abord, des dignitaires, des diplomates, des prélats aussi, toujours alliés aux intérêts de l'Église. Et cette fidélité à l'institution catholique va avoir ses récompenses, bien entendu. À travers les générations, on voit les Farnèse acquérir des terres, des châteaux, des rentes, des honneurs, bref, tout ce qui donne un certain rang dans la hiérarchie des familles princières de la péninsule. Et on voit s'étendre les possessions Farnèse partout. On voit grandir l'influence de génération en génération, des évêchés, des ambassades, des commandements d'armée, des gouvernements de ville. La famille Farnèse est en train de se forger un nom extrêmement puissant. Et le fils dans la famille, si je puis dire, en jouant au jeu des 7 familles, Alexandre va hériter des ambitions de son clan et de toutes les attentes qui pèsent sur lui. Vous écoutez Radio Classique. Alors, pour s'implanter, la famille Farnèse envoie Alexandre à Rome, où il va recevoir la plus humaniste des éducations de l'époque. Ça lui permet de s'immerger, on va dire, dans son temps, dans cette Renaissance en pleine ébullition. Il est introduit dans la curie romaine comme écrivain apostolique. Il fait bientôt preuve de sa capacité à naviguer dans toutes les intrigues de ce monde-là, avec un talent qui n'a rien à envier à celui des Borgia à la même époque. Et plus tard, Alexandre va se lier à la cour de Laurent de Médicis, chez qui il complétera son éducation. Laurent de Médicis, c'est l'homme de Florence, bien sûr, patron des arts, de la culture, qui règne sur cette république florentine depuis 1469 et exerce une influence considérable sur toute la politique de la péninsule. Sa générosité lui vaut d'être surnommé le Magnifique, vous savez, bien sûr, magnifique au sens prodigue, généreux. Et en se liant à Laurent le Magnifique, Alexandre, le non moins magnifique, comprend l'importance du patronage, du mécénat. À cette cour des Médicis, il côtoie des intellectuels extraordinaires, mais aussi des poètes, des artistes, ai-je besoin de vous le dire. Et puis Jean de Médicis, le futur Léon X, qui est de 7 ans son cadet. C'est le début de cette ascension formidable dont je vous parlais et qui a donné son titre au roman de ce 2e volume de la saga d'Amélie de Bourbon-Parme. Cette saga s'appelle Les Trafiquants d'éternité et ça paraît chez Gallimard en ce moment même. Il a été formé, vous l'avez compris, à l'administration, d'abord comme notaire apostolique, Alexandre Farnèse. Il est dans la curie en 1491, à la charge de trésorier général pontifical dès l'année suivante. Puis, le 20 septembre 93, alors qu'il est à peine âgé de 25 ans, le voilà, cardinal des Santi Cosma y Damiano. C'est le pape Alexandre VI, c'est le pape Borgia qui l'a nommé, qui l'a fait cardinal. Il n'est pas impossible que sa sœur, qui est connue pour être la maîtresse du pape, ait d'ailleurs influencé cette décision. Mais enfin bon, c'est peut-être un peu prématuré comme décision, entre nous soit dit. D'autant que le jeune Farnèse n'a même pas été ordonné prêtre. Mais à cette époque, l'Église est aussi politique qu'elle est spirituelle, n'est-ce pas? D'ailleurs,
Tout comme le pape Alexandre VI a une maîtresse, Alexandre Farnèse ne se prive pas d'avoir la sienne. C'est Silvia Ruffini qui est un des personnages centraux des romans d'Amélie de Bourbon-Parme. Je vous cite un petit extrait de ce tome, de ce volume qui vient de paraître. Et le il, c'est Alexandre bien sûr, il se souvint brusquement d'un détail qui ne l'avait pas frappé le soir de la visite de Giulia à Ancône. Lorsqu'il avait retrouvé Silvia chez eux, elle lisait un recueil de poèmes de Ludovico Ariosto. L'esprit confus à cause du meurtre de Girolama, il avait à peine prêté attention à ce livre qu'il n'avait pas lu. L'homme de lettres était devenu le plus proche ami et conseiller d'Hippolyte, qui l'avait pris sous son aile et avait fait de lui son ambassadeur pour toutes les missions importantes. Était-ce le cardinal qui avait fait ce cadeau à Silvia? S'était-il vu lors d'un passage d'Hippolyte à Ancône? Toutes sortes de conjectures se bousculaient dans sa tête. La soirée s'effaçait à mesure que la jalousie l'envahissait. Autour de lui, il n'y avait plus que des silhouettes vides, des fantômes. C'était la première fois qu'un sentiment de cette nature le saisissait. Jamais il n'avait ressenti une telle inquiétude, peut-être parce que cet homme portait la même soutane que lui, qu'il était fils d'un duc, qu'il aimait les lettres, qu'il avait la réputation d'être brillant et généreux et qu'il se proclamait protecteur des écrivains. Alessandro attrapa une coupe de vin que lui tendait l'un des rares serviteurs. Silvia croisa son regard par-dessus l'épaule du jeune cardinal. Un léger sourire passa sur ses lèvres. Et c'est toute la force d'un roman comme celui-là, à partir d'éléments qui sont des éléments historiques, tels qu'on peut les trouver dans les trésors de chronologie, de nous faire vivre les palpitations de personnages qui ressuscitent littéralement. Alexandre, vous l'avez compris en tout cas, est très intégré dans les cercles du pouvoir. Il enchaîne les charges épiscopales prestigieuses qui lui apportent non seulement une grande influence, mais beaucoup de ressources financières. Le 28 mars 1509, il est évêque de Parme. En 1514, de Saint-Pons de Thomières, un diocèse qui est pas loin de Narbonne. Et en juin 1519, le voilà enfin ordonné prêtre. Il a quand même 51 ans et il célèbre à ce moment-là sa première messe. Franck Ferrand sur Radio Classique. En tant qu'évêque de Parme, Alexandre a commencé à réfléchir à des réformes ecclésiastiques. Il a tenu un synode dans sa ville. Mais c'est l'arrivée au pouvoir de Clément VII qui va le placer vraiment, là, cette fois, j'allais dire dans l'œil du cyclone, tout près du pouvoir pontifical en tout cas. Déjà, lors du conclave qui avait élu Adrien VI en 1522, il avait figuré comme candidat crédible. Il l'est beaucoup plus au moment du conclave qui porte Clément VII au pouvoir. On est là en 1523. Il est très proche du pouvoir maintenant, et particulièrement après ce sac de Rome en 1527, où il a œuvré pour rétablir les relations entre la papauté et l'empereur Charles Quint. C'est lui qui va célébrer la messe solennelle pour le couronnement de Clément dans la basilique San Pietrino de Bologne. On est en février 1530, Alexandre à ce moment-là est devenu un prince de l'Église, certains disent presque un vice-pape, et comme Laurent le Magnifique, il entretient une cour florissante d'artistes, de poètes, avec une capacité à allier pouvoir politique et mécénat artistique. C'est comme ça que ça se passe dans la Rome de cette époque. Et c'est le moment où il fait construire son palais, le palais Farnèse, qui s'inscrit dans cette volonté de marquer l'esprit des Romains et, à travers Rome et ce palais, l'esprit de toute l'Europe. C'est une ascension extraordinaire que celle d'Alexandre qui va culminer bientôt, puisqu'en septembre 1534, Clément VII, entre parenthèses, Clément VII était, vous savez, l'oncle d'une certaine Catherine de Médicis qui vient d'épouser le fils de François Ier. En 1534, Clément vient à mourir. Il a fait une intoxication alimentaire et le Sacré Collège doit lui élire un successeur. Et là, on commence à regarder sérieusement Alexandre Farnèse, qui jouit de beaucoup de soutien pour la noblesse romaine, qui en a un peu assez des papes florentins de la famille Médicis ou des papes étrangers. Il est en quelque sorte le symbole d'un retour à la romanité.
Le 13 octobre 1534, Alexandre est donc élu pape. Il devient le pape Paul III, le nouveau pontife. Alors, ce sera un pape magnifique, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il va encommander des œuvres et des bâtiments extraordinaires. Il sera aussi le grand promoteur de la réforme intérieure de l'Église. Il encourage aussi la naissance de plusieurs ordres religieux, dont bien sûr la Compagnie de Jésus. Alors vous allez me dire, les jésuites existaient déjà, mais il va leur donner un lustre tout à fait inédit. S'il a nommé cardinaux ses 2 jeunes petits-fils, il a aussi appelé au Sacré Collège des hommes qui sont assez extraordinaires, d'une grande intégrité. Je pense à l'anglais Reginald Pole notamment, au sénateur vénitien Caspar Contarini, à l'humaniste Jacques Sadolet, à Jean-Pierre Carafa, le futur pape Paul IV. Bref, du côté de la réforme, Farnèse comprend que les critiques des protestants, qui ne pourront pas être éradiquées par la force, doivent être contrées par une revitalisation de l'Église catholique. C'est ça sa grande idée et ce sera son grand œuvre. Franck Ferrand sur Radio Classique. 22 mai 1542, Alexandre convoque le 19e concile œcuménique de l'Église qui ouvrira en 1545 dans la petite ville de Trente. Et oui, ça y est, le concile de Trente, point de départ de la réforme catholique. Au départ, ce n'est pas un très grand succès. Les théologiens protestants convaincus d'une rupture irrémédiable avec les catholiques ne paraissent même pas à ce concile. La chrétienté est représentée de façon très inégale. 34 évêques seulement siègent lors de la séance d'ouverture. Seulement à la fin du concile, qui va quand même durer 18 ans et s'étendre sur 5 règnes pontificaux, à la fin, ce seront 255 prélats qui signeront l'acte final d'une église complètement revitalisée à partir même de la volonté de ce pape Farnèse. Farnèse qui a opéré, on peut le dire, cette rupture majeure dans l'histoire de l'Église catholique. Alors il ne verra pas son concile s'achever, vous l'avez compris Alexandre, puisqu'il s'éteint le 10 novembre 1549, à l'âge déjà vénérable de 81 ans. Quand il meurt, lui comme Charles Quint sont finalement désignés comme des souverains en échec. Il n'a pas été capable de mettre un terme à la réforme protestante. Mais ce qu'il a fait est peut-être plus extraordinaire encore. En lançant la réforme catholique, il est à l'origine d'un des plus puissants mouvements non seulement spirituels mais politiques et artistiques de toute l'histoire de l'Europe. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène à Rome, en tout cas à une vingtaine de kilomètres de Rome, dans la villa de Laurium. Nous sommes au début du mois de mars 161 de notre ère. C'est là que vit l'empereur Antonin à cette époque de l'année, au printemps. L'empereur, dit-on, s'y régale de fromage des Alpes. Est-ce qu'il a trop mangé de fromage? Toujours dit-il que dans la nuit de ce début mars, il se réveille en sursaut, il se met à vomir, il a de la fièvre, il ne peut plus dormir. Bon, on ne s'inquiète pas outre mesure, puisque l'empereur Antonin a 75 ans, on sait qu'il a des problèmes de santé plus ou moins graves depuis plusieurs années, et même depuis le début de son règne, 24 ans plus tôt. Le lendemain matin, néanmoins, son état empire. Et maintenant, l'empereur est vraiment mal. Il est fébrile, il délire. On comprend vite qu'il a eu une intoxication alimentaire et on pense que la situation ne pourra pas être remontée. Un homme chétif, barbu, à la chevelure bouclée, entre dans la chambre de l'empereur. Cet homme s'appelle Marc Aurèle et c'est lui qui devrait succéder à Antonin. D'ailleurs, d'une voix éteinte, à peine audible, entre deux moments de délire, l'empereur déclare confier l'empire à Marc. Et, symbole des symboles, la statue d'or de la fortune placée dans la chambre de l'empereur est portée dès ce moment dans la chambre de Marc. Antonin va mourir très peu de temps après, et Marc Aurèle est donc officiellement, à 40 ans, le nouvel homme fort de l'Empire romain. Alors, qui est-il, ce nouvel empereur ? Il est donc né 40 ans plus tôt, le 26 avril 121,
dans une des familles les plus fortunées de Rome. Son père, Marcus Annius Verus, est un sénateur de rang prétorien. Sa mère, Domitia Lucilla Minor, est une riche héritière. On est vraiment dans la très haute société romaine. D'ailleurs, son oncle n'est autre que l'empereur Adrien. Rappelez-vous le début des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Vous savez, ce livre, ces Mémoires apocryphes d'Adrien, se présente comme une longue lettre à un certain Marc, mon cher Marc. Eh bien, le Marc en question, c'est lui. Vous voyez ce que c'est que l'Empire romain à l'époque. C'est absolument immense. Ça comprend toute une partie de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la Bretagne à l'époque, les Gaules, la Germanie, tout le pourtour méditerranéen, bien sûr la péninsule italique, les Balkans, l'actuelle Turquie, le Moyen-Orient, l'Égypte, toute une partie de l'Afrique du Nord et jusqu'à la péninsule ibérique. Le père de Marc meurt alors qu'il n'a que 7 ans, mais le garçon va bénéficier de la très bonne éducation qu'on dispense aux rejetons de l'aristocratie romaine. Il lit bien sûr et il écrit le grec et le latin, il apprend la géométrie, la musique, il est initié à toutes sortes de sports, à l'équitation, à la lutte, à la course. C'est aussi un très bon chasseur et puis surtout, j'ai envie de dire, à 12 ans, il découvre la philosophie. C'est l'historien Eutrope qui écrivait « Dès sa tendre enfance, il manifesta de la gravité, vertueux sans excès, réservé sans mollesse et sans être triste, grave. Dès le début de sa vie, il fut d'une sérénité absolue, si bien que, et ce même depuis son enfance, il ne changeait de visage ni sous l'effet de la joie, ni sous celui du chagrin. » On peut dire du jeune Marc qu'il va apprendre à vivre en paix avec lui-même. C'est lui qui écrira plus tard, qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Au début de l'année 138, lorsqu'Antonin le Pieux est donc désigné pour succéder à l'empereur Adrien, Marc Aurèle, qui a 17 ans, est adopté. Adrien demande une dérogation au Sénat pour que Marc soit désigné pour la questure. Normalement, c'est un poste qu'on occupe qu'à partir de 25 ans à Rome, mais lui n'en a que 17, peu importe. Il bénéficie donc d'une dérogation sénatoriale. Et quand meurt Adrien quelques mois plus tard, à l'été 138, et qu'Antonin lui succède, eh bien, Marc est chargé d'organiser les honneurs funèbres pour son oncle. Il va donner un spectacle de gladiateurs notamment. Il se fiance à l'une des filles d'Antonin, Faustine. C'est un arrangement qui conforte Marc Aurèle dans cette position de successeur que tout le monde a maintenant bien comprise, avec toutes sortes d'honneurs qui pleuvent sur sa tête. Dans la biographie qu'il consacre à Marc Aurèle et qui m'a donné l'idée de faire cette émission, Benoît Rossignol nous dit « En tant que questeur, il fut officiellement et constamment attaché à Antonin durant l'année 139, année que ce dernier avait bien sûr inaugurée en tant que consul. Surtout, il fut désigné pour le consulat et reçut le titre de César, ayant un peu de fil à retordre avec le discours qu'il écrivit pour remercier Antonin. Prenant désormais le nom de Marcus Aelius Aurelius Verus Caesar, il siégeait à côté d'Antonin et fut logé sur le Palatin, dans le quartier du Palais, que l'on nommait la maison de Tibère. Il siège, alors qu'il a seulement 19 ans, à l'époque, il siège au Sénat. On va frapper des monnaies à son effigie pour célébrer la jeunesse et toutes les dignités qu'il reçoit. Il est associé à l'honneur personnifié et à toutes sortes de symboles sacerdotaux qui manifestent son association récente aux différents collèges de prêtres. Et malgré cette série de distinctions reçues, vous l'avez compris, à un âge un peu trop jeune et en très peu de temps, le jeune Marc reste extrêmement simple dans ses habitudes. On le voit porter des vêtements tout à fait ordinaires, il n'aime pas se montrer en public, il est fidèle à cette espèce d'austérité que lui a apprise la philosophie stoïcienne dont il se fait lui-même maintenant une sorte de défenseur. Cette austérité, disons-le, dans l'Empire est assez mal perçue. Et le rhétoricien Marcus Cornelius Fronto, qu'on appelle Fronton, qui donne des cours d'éloquence, va être obligé de travailler avec Marc pour essayer de lui donner un petit peu d'assurance. Il faut qu'il s'impose en public, il faut qu'il se montre plus sociable. Le maître et l'élève resteront très liés pendant une vingtaine d'années et leur correspondance, dont on a perdu hélas une partie bien sûr, mais cette correspondance est importante.
Dans ces années, Marc souffre néanmoins d'une santé fragile. Il a souffert de tuberculose, il a beaucoup de problèmes de sommeil, il a peu d'appétit. Pendant une grande partie de sa vie, il va prendre un médicament, le thériaque, qui comprend de nombreux ingrédients comme la plante dite pain de vipère et de l'opium aussi. Tout ça est censé le prémunir contre de nombreux dangers et notamment contre d'éventuels empoisonnements. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le 1er janvier 145, on est donc bien en 145 après Jésus-Christ évidemment. Ce 1er janvier 145, Marc commence son second consulat aux côtés d'Antonin. Vous avez bien compris qu'il est en avance sur son âge. Beaucoup de fils de sénateurs à cette époque-là, à cet âge-là, ne sont même pas encore questeurs. Au printemps, il épouse la fille d'Antonin, Faustine, et 2 ans plus tard va naître une fille, Domitia Faustina. Il y aura aussi, vont suivre beaucoup de naissances. On ne sait pas, de 11 à 14 enfants, on n'a pas le chiffre exact, mais la plupart vont mourir en bas âge. Au cours des années 150, Marc Aurèle s'impose comme le successeur légitime d'Antonin. La trentaine passée, il fréquente au quotidien les prétoriens et les gardes du corps de l'empereur. Il suit toutes les décisions stratégiques, il est informé de la situation dans les armées, dans les provinces. C'est un homme qui contrôle les choses. Vous savez, c'est lui qui écrira plus tard « On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire ». Phrase d'une assez grande profondeur et qui mériterait d'être méditée, bien entendu. En 23 ans de règne, Antonin ne se sera éloigné de son successeur désigné que 2 nuits, dit-on. Il va d'ailleurs écrire lui-même après la mort d'Antonin « Il ne mettait de hâte en rien. Il n'admettait pas les calomnies, mais il appréciait avec exactitude les caractères et les actes. Il se contentait de peu, il était laborieux et patient, sûr et constant dans ses amitiés, il ne supportait qu'on s'opposât en toute franchise à ses opinions, et il était content si on lui montrait un meilleur parti, il était pieux sans superstition. » Eh bien, c'est à cet Antonin que Marc Aurèle va succéder en mars 161. Et à peine a-t-il endossé le manteau de pourpre que Marc Aurèle va imprimer sa marque. Au lieu d'une investiture traditionnelle avec acclamation par l'armée puis par le Sénat, le nouvel empereur va inverser les préséances. Et ce n'est pas tout, puisqu'après avoir reçu le pouvoir suprême et le titre d'Auguste, Marc Aurèle annonce qu'il va partager ce pouvoir avec son jeune frère adoptif, Lucius Aurelius Verus. Pour la première fois, l'Empire va donc être dirigé par 2 hommes qui se partageront le titre d'Auguste. Vous savez quelle suite tout cela pourra avoir plus tard avec la séparation des empires d'Occident et d'Orient. On n'en est pas là encore. Il y a quand même plusieurs raisons qui ont expliqué le choix de Marc Aurèle. Bon, d'une part, la tâche impériale, la charge devenait extrêmement lourde avec cet immense empire à contrôler. Et puis surtout, il n'y avait pas d'héritier mâle. Et en associant cet homme plus jeune à son propre pouvoir, Marc Aurèle avait, en cas de décès, un successeur tout désigné. Et puis Verus, disons-le, était aussi très populaire au sein de l'armée et l'associer au pouvoir permettait sans doute à Marc Aurèle d'écarter la crainte d'un trop rapide complot militaire. Lors de l'investiture, Marc Aurèle et Verus se font donc acclamer par les prétoriens et puis ils vont recevoir l'acclamation du peuple de Rome. Je cite de nouveau Benoît Rossignol. « Provinces et cités se devaient d'exprimer leur joie, d'envoyer des couronnes d'or aux nouveaux princes, au pluriel, coutume qui était tout à la fois un instrument de communication politique entre les cités et l'empereur et un impôt exceptionnel déguisé. Toutefois, ces manifestations de joie, bien que convenues, pouvaient donner lieu à des moments festifs, à des distributions, comme à Aquincoum, où des moules à gâteaux représentent les empereurs et célèbrent leur concorde et la chance qui touchait alors l'Empire. » C'est cette même année 161 que la nouvelle tant attendue arrive enfin. À la fin du mois d'août, Faustine donne naissance à des jumeaux, Lucius Aurelius Commodus et Titus Aurelius Fulvus Antoninus. La descendance donc est assurée, c'est une grande nouvelle qui paraît éloigner et écarter tout malheur de l'Empire. Pour tout vous dire, l'euphorie va être de courte durée puisque dès l'automne 161, l'état de grâce est terminé pour Marc Aurèle. Le felicitas temporum, comme disent les Romains.
C'est l'année de la crue du Tibre et ça dure plusieurs semaines. Des quartiers entiers de Rome sont maintenant sous les eaux. Les entrepôts de blé ont été pour beaucoup submergés, ce qui fait craindre des difficultés de ravitaillement, donc une disette. D'autre part, les Romains essuient une déroute contre les Parthes en Arménie. Lucius Verus mène une grande campagne militaire en Orient qui permet à Rome de reprendre des territoires perdus. Et finalement, il s'imposera contre les Parthes. Verus revient à Rome en conquérant, et évidemment, c'est devenu un homme encore plus populaire, ce qui le met en concurrence frontale avec le tout nouvel empereur Marc Aurèle. Il faut vous dire que tout oppose les deux hommes. Hein. Vous avez bien compris que Marc n'est pas seulement un philosophe, un lettré, c'est un homme austère qui passe des heures sur les affaires judiciaires. C'est ce que nous appellerions, nous, un homme de dossier. Bien sûr, il est apprécié par les sénateurs et par les aristocrates, mais le peuple, lui. Alors qu'en face, vous avez Verus, cet homme fougueux, intrépide, qui plaît beaucoup à la plèbe et à la foule des affranchis. Et on peut dire que les divergences entre les deux empereurs ne vont pas tarder à éclater au grand jour. Outre ces tensions, Rome souffre toujours de la famine, la guerre menace de nouveau, cette fois en Germanie supérieure, avec une dizaine de peuples barbares qui se sont coalisés contre le joug romain. Plus grave, une épidémie de variole qu'on appelle la peste antonine va sévir dans une grande partie de l'Empire en 166. Et alors c'est une épidémie, quand je pense à... nous sommes, très affolés par celle que nous devons traverser, mais imaginez qu'à Rome, c'est une épidémie qui touche plus d'une personne sur trois. La virulence de cette épidémie est telle qu'on est obligé d'évacuer les monceaux de cadavres sur des chariots spéciaux. En 169, alors que la famine et la variole font toujours des ravages, Verus meurt d'une attaque d'apoplexie, mort soudaine d'un prince qui était jeune et d'un prince qui surtout était très apprécié du peuple. Vous imaginez les folles rumeurs que tout ça va susciter. Certains affirment que Verus a été empoisonné tout bonnement par Marc Aurèle. Vous voyez que pour Marc, les choses deviennent compliquées. Il est maintenant seul au pouvoir, à la tête d'un empire en crise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marc Aurèle ne manque pas de courage, vous l'avez compris. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, dit-il. Mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Il est seul au pouvoir, Marc. Il doit lutter une nouvelle fois contre des problèmes de santé. Il a des crises de fièvre que va soigner un médecin qui entre à son service et qui n'est autre que le grand, que l'immortel Galien. Pendant ce temps, la guerre contre les Germains est en train de tourner au désastre pour Rome. 20 000 soldats perdent la vie et les Germains se rapprochent de plus en plus de Rome. Ils assiègent Aquilée en Vénétie. Ça faisait 250 ans qu'une force étrangère n'avait pas assiégé une ville de la péninsule. Ça devient inquiétant. Et Marc se doit de réagir. Il va endosser pour la première fois de sa vie les habits de chef de guerre. Et malgré cette santé que vous avez bien, que vous imaginez chancelante, eh bien, il accompagne la marche de ses troupes. Son installation durable dans la région du Danube, sa présence sur le front signifiait une implication plus directe, nous dit Benoît Rossignol, et permettait une direction plus rapide et plus efficace du sommet de la hiérarchie militaire sur le théâtre des opérations. Le cœur de l'administration impériale, au moins les fonctions incontournables du point de vue militaire et administratif, s'était aussi déplacé avec Marc. Toutefois, il ne prend pas personnellement part au combat. Vous avez bien compris qu'il est un petit peu trop fragile. C'est à ce moment-là qu'il se met à commencer la rédaction des Pensées pour moi-même, qui vont exposer les préceptes stoïciens permettant d'atteindre la sagesse et le bonheur. Parmi les épisodes de la longue guerre, il y a le célèbre miracle de la pluie pendant une période de grande chaleur. Les Romains sont en territoire ennemi, entourés par un peuple germanique, les Quades, et ils vont être sauvés par la pluie, puis par la foudre qui fait fuir les ennemis. Et évidemment, à l'époque, on considère que c'est une intervention divine. En 175, cela fait plusieurs années maintenant que Marc Aurèle est loin de Rome, et si la guerre touche à sa fin avec un retournement de situation en faveur de Rome, l'état de santé de l'empereur se révèle de plus en plus préoccupant.
Désormais, les prescriptions de Galien ne suffisent plus. Des rumeurs courent sur la mort même de Marc Aurèle et le gouverneur de Syrie, une des provinces à l'époque les plus puissantes, le général Avidius Cassius, va s'auto-proclamer nouvel empereur. Des courriers arrivent dans toutes les provinces de l'Empire pour annoncer l'avènement du successeur de Marc Aurèle. Et si l'on en croit l'historien Dion Cassius, l'historien antique bien sûr, le gouverneur de la Syrie croyait réellement que Marc Aurèle était mort et que c'est l'épouse de Marc Faustine qui a confié les rênes de l'Empire à Avidius Cassius, le seul selon elle capable de prendre la relève. Ça alimente la légende noire de Faustine, vous savez, qui déjà était présentée comme une collectionneuse d'amants et comme une femme effroyable. Finalement, Marc Aurèle est averti de ce complot. Une guerre est lancée contre le gouverneur de Syrie, qui à son tour va être trahi, blessé à la gorge par un centurion, puis décapité. Sa tête est apportée à l'empereur, qui va refuser de la voir. Cassius n'aura été empereur que 3 mois et 6 jours, et encore. Marc Aurèle est bien là, toujours. Il va entamer à ce moment-là un long voyage de près de 3 ans en Orient. Et c'est durant cette période qu'il va perdre justement son épouse Faustine et qu'il va associer au pouvoir son fils Commode. En 177 se déroule la célèbre persécution de chrétiens de Lyon. Marc Aurèle, qui est averti par le gouverneur de Lyon des actes jugés hérétiques des adeptes de cette nouvelle religion chrétienne, se montre inflexible. Si les chrétiens ne reviennent pas sur leur intransigeance, eh bien, ils devront être exécutés. Vous savez, ils ont été martyrisés, brûlés, livrés aux animaux, etc., des jours de spectacle. Ça n'a pas contribué, évidemment, à la bonne réputation de Marc Aurèle dans la chrétienté. Au début de l'année 180, la victoire est enfin acquise sur le Danube. Et c'est Dion Cassius qui écrit « Ce que j'admire le plus en Marc Aurèle, c'est que, dans des difficultés extraordinaires et hors du commun, il parvint à survivre et à sauver l'Empire. » Après 19 ans de règne, Marc Aurèle va mourir le 17 mars 180 en Pannonie, donc dans une région qui aujourd'hui serait hongroise, on ne sait pas où exactement. Il est mort des suites d'une maladie, bien que selon Dion Cassius, on l'aurait empoisonné sur ordre de son fils Commode. Très difficile de savoir tout ça. C'est lui qui disait, vous savez, fais chacun de tes actes comme si c'était le dernier de ta vie. Eh bien cette fois, Marc Aurèle est mort. Selon l'expression de Machiavel au début du XVIe siècle, il aura été le dernier des 5 bons empereurs, c'est-à-dire les empereurs de la dynastie des Antonins qui ont gouverné Rome au cours du IIe siècle. Marc Aurèle est aussi le dernier empereur de ce qu'on appelle la Pax Romana, cette période de paix, de stabilité assez relative entre nous. Et dans l'histoire auguste, on peut lire qu'il fut, je cite, « il fut supérieur à tous les empereurs par la pureté de sa vie. » Vous écoutez Radio Classique.